d'une langue à une autre, souffler des messages dans toutes les langues, archivés. Carlos Semedo, vous pouvez nous raconter le dessin de la maison des langues et des cultures de Bervilliers, dont vous présidez le conseil d'administration. Je vous laisse en même temps présenter peut-être l'ensemble de ce groupe que vous avez constitué autour de vous et dont je suis bien entendu très heureux. Je ne serai durant cette heure juste un léger, voilà, de temps en temps, je soufflerai peut-être quelque chose. Merci à vous. Alors, je te donne la parole. Merci, bonsoir Vera. Bonsoir, Carlos. Euh, bah, peut-être pour introduire un peu ce qu'on va dire par la suite, peut-être dire deux ou trois choses sur Aubervilliers pour les personnes qui pourraient ne pas encore avoir vécu, travaillé ou visité Aubervilliers. Donc c'est une commune de environ 90 000 habitants au nord de Paris, qui longe Paris 19e, Paris 18e, 19e. Et donc c'est l'entrée dans la Seine-Saint-Denis, un département qui est un peu à l'image d'Aubervilliers aussi, par sa composition sociale, sa diversité, sa même structure à peu près de fonctionnement, une histoire partagée qui est ancienne, qui est forte. Et donc pour le mot partagé, je pense il nous va très bien. On est vraiment dans une communauté locale de partage, et de partage dans le sens le plus large possible, parce que nous partageons le territoire. En Aubervilliers, il y a des personnes qui viennent du monde entier, qui restent un certain temps, qui repartent pour une grande part. Ah, je On a savais qu'il perdu fallait. Intégrés. Carlos. Et c'est une histoire qui commence comme ça au 19e siècle. Donc c'est un territoire où quelquefois on a un peu de mal à se trouver une place stable, solide, confortable. C'est un endroit aussi où on vit des émotions fortes parce que on est au contact avec le monde entier, comme je disais, et dans la vie quotidienne. Voilà, donc on est euh, selon l'INSEE, sur les 90 000 personnes qui habitent au Aubervilliers, il y aurait 117 nationalités. Bien entendu, la majorité a la nationalité française, mais on a des populations, des parties de notre population qui viennent de l'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, en très grand nombre, d'Afrique du Nord. C'est la tradition et la présence sans doute la plus forte en nombre. Et, euh, et ça veut dire aussi en brassage de culture qui est interminable et qui nous irrigue un petit peu tous dans nos activités professionnelles, sociales, notre... euh, on allait évoquer deux structures, deux entités qui habitent ce territoire. L'une, je commence par la plus ancienne, parce que les souffleurs commandopoétiques sont arrivés à Aubervilliers en 2008. Ils existaient déjà avant, mais ils sont, on va dire, enracinés maintenant à Aubervilliers. Et donc, il y a, dans l'ordre peut-être d'arrivée, que j'ai vu ici, il y a Julia et, et Peut-être que la connexion n'étant pas très bonne, je propose qu'on donne la parole à Julia oui, et, euh, d'abord, Olivier. Olivier, pardon Olivier, excuse-moi. Euh, Par contre, on ne vous entend pas. Vous êtes dans un superbe décor
Et je dois te dire que votre travail sur les langues, le plurilinguisme, à la fois sur le terrain et dans ce travail d'archivage, pour moi, m'impressionne toujours très fortement. Peut-être que je vous laisse évoquer un peu votre travail plus le présenter. Excuse-moi, Carlos, comme la communication était assez mauvaise, j'ai pris L'application est mauvaise, c'est ça? Ok. Julien Olivier. Est-ce que vous nous entendez là? Là, c'est bien. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien oui, enfin, on adore couper la parole à Carlos. Voilà. Carlos, excuse-nous. Non, bah oui, nous sommes donc bah, dans ce décor qui est, qui est notre hangar, c'est-à-dire notre lieu où nous nomadisons essentiellement d'une manière littéraire, puisque nous avons habité ce grand hangar qui était à l'époque un hangar qui servait à nourrir les animaux qui venaient livrer les halles de Paris. Et donc, c'était un hangar à foin. Et maintenant, notre foin à nous, c'est la littérature, et notamment le latex de la littérature, c'est-à-dire essentiellement la poésie dans tous les tas de ses langues. Et donc, voilà. Du coup, ce hangar a pris un peu la forme d'une sorte de petit temple des langues parlées à Aubervilliers, puisque comme le disait Carlos, c'est une ville qui parle toutes les langues de la terre, quasiment, pas les langues forestières, quoique, mais en tout cas, vraiment une majorité de langues. Et nous, les souffleurs, nous sommes essentiellement dans le travail de la langue par la plastique de la langue, par la plastique de la langue, c'est-à-dire cette capacité qu'a la poésie à dessiner une biographie ou une autobiographie de l'homme par la langue. Et donc, effectivement, nous travaillons, nous les souffleurs, ce collectif, qui est franco-japonais, entre autres, mais en tout cas, en France, on travaille effectivement essentiellement les langues et on s'essaye, lors de nos tournées internationales, à travailler la poésie des pays dans lesquels nous allons en français. C'est pour ça que quelquefois nous dressons des portraits des traductions disponibles en français. Et quelquefois elles sont malheureusement pauvres. Et en langue maternelle, c'est-à-dire que nous essayons à véritablement parler la langue du poète afin qu'il ne se retourne pas dans sa tombe et qu'il soit représenté par la musique de sa langue. Voilà. Peut-être qu'on pourra parler ensuite avec David, il y a Marie-Luc, Carlos, évidemment. Je vois que Sylvie est encore là. Euh, euh, nous sommes aussi les initiateurs et comment dire, l'armée tendre de l'existence d'un trésor poétique municipal mondial à Aubervilliers qui représente d'une certaine manière le portrait d'une ville qui a 30 ans d'avance sur le monde, c'est-à-dire une ville qui est capable d'accueillir en son sein tumultueux les cultures du monde dans leur langue, dans leur cuisine, dans leur religion, dans leur façon de se mouvoir, tout simplement en tant qu'être humain. Donc voilà, c'est la ville parfaite pour les souffleurs. C'est notre ville. Carlos, je te donne à nouveau la parole. Oui. Alors, parmi les souffleurs, donc Julien, mais il y a aussi Marie-Luc qui est des piliers de ce trésor poétique municipal qui va aussi intervenir sur comment il fonctionne. Et David Desban, qui est directeur du service des archives municipales et qui est le garant pour l'éternel
de la conservation, de la transmission et du partage, encore une fois, de ce trésor, puisque c'est aux archives municipales que, à longueur d'année, tout le monde peut venir partager tous ces dépôts de textes poétiques qui, maintenant, c'était cette année le 10e anniversaire du Trésor poétique, commence déjà à faire un nombre assez conséquent et un nombre de langues aussi qui est assez impressionnant. Donc, je ne sais pas, peut-être que entre Julia ou Marie-Luc, vous pourriez parler un peu de ce trésor, comment il a été constitué il y a C'est-à-dire qu'il en a fallu. 2020. 2013, Pardon? oui. Bah voilà, en fait, c'est un des, une des entrées par lesquelles nous sommes entrés dans Aubervilliers en écrivant un projet de poétisation de territoire qui s'appelle toujours La folle tentative d'Aubervilliers. Et voyons Aubervilliers, alors que quand nous sommes arrivés à Aubervilliers, nous ne connaissions pas tellement cette ville. Nous nous sommes aperçus que le monde était là et que très certainement les paroles dormantes dans les gorges de ces gens qui ont fait quelquefois le tour de la terre pour venir d'un seul coup se poser ici, là, comme un oiseau, quelquefois perdu, euh, mais avec d'incroyables trésors dans la gorge, dans la forge de l'homme, dans nos poumons, dans nos voix, les langues, qu'elles soient d'ailleurs écrites ou orales, parce qu'il y a plein de langues qui ne sont pas écrites et qui sont simplement orales. Donc, ça a été pour nous, les souffleurs, une évidence de, de décider que c'était un trésor, cette diversité, et que un trésor doit donc évidemment trouver un lieu, une sorte de coffre. On est comme des enfants devant un trésor. Et donc, il faut les accessoires des enfants, c'est-à-dire le coffre, la préciosité du geste quand on l'ouvre, puisqu'on a créé un geste pour les archivistes, pour le service des archives à Montpellier, où quelqu'un demande à voir le trésor, on a acheté un grand parapluie de berger en bois pour ne pas prendre la foudre. Les parapluies de berger sont en bois et il y a un geste où on amène le trésor, on déploie cet immense parapluie et on peut, grâce à la science de David, et là, euh, on peut lire en continu, d'une certaine manière, sur la page de droite de ce trésor. Le livre est fait maison, hein, les livres sont faits maison. On peut lire un long poème continu en français et à gauche, la page de gauche, ce sont les écritures maternelles, les écritures de langue maternelle. Et pour l'oralité, nous avons des enregistrements. Enfin voilà. Et il nous a semblé que c'était important d'établir un trésor a toujours un lieu. Ça peut être une île, ça peut être une forêt. En tout cas, c'est toujours un trou. Bon, hein, les archives, il y a toujours sous le service et sous le guichetier des archives un trou. Et dans ce trou, il y a des étagères. Et dans ces étagères, il y a les trésors et les grands fonds. Voilà. On plonge dans les grands fonds grâce aux archives. C'était une évidence pour nous de créer le lieu, le coffre, c'est-à-dire les livres, ces tomes magnifiques que Julia d'ailleurs fabrique, euh, toutes ces langues, et ça va dans un grand fond. Un grand fond, ce n'est pas une oubliette, c'est le contraire. C'est le trou qui se rappelle. Il se rappelle que nous sommes tous des êtres parlants. Voilà, je me tais maintenant. Et Marie-Luc, vas-y, si tu veux enchaîner sur cette histoire hein, avec Oui, David, et avec les langues. oui. Bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir. Euh, on a commencé, on recueille donc ces paroles dormantes auprès des habitants d'Aubervilliers.
On a donc fait des cueillettes d'abord, en allant dans les cafés, sur les carrefours, et solliciter les gens pour qu'ils nous livrent ce qu'ils avaient en tête, ce avec quoi ils étaient arrivés à Aubervilliers, venant de leur pays. Et on a commencé par les solliciter pour nous donner des berceuses. On s'est dit, on va y aller doucement. Et on a pensé que les berceuses, que vraisemblablement partout dans le monde, les mamans et les papas, les grandes sœurs, les grands frères, chantent pour leurs enfants le soir, avant de s'endormir. Et donc voilà, on a commencé par les solliciter pour nous livrer des berceuses. Euh, et puis peu à peu, on les a sollicités pour ce qu'ils considèrent, eux, comme étant de la poésie. C'est-à-dire que nous ne portons pas de jugement sur la valeur poétique des textes qu'ils nous confient. C'est leur ressenti à eux. On parle beaucoup de langue maternelle et on a parlé de mémoire. C'est étonnant comme en fait la langue maternelle, c'est beaucoup la langue de l'enfance. Donc on était près de quelque chose en sollicitant les gens par rapport aux berceuses. Et on se rend compte au travers de ce que les gens nous confient que ils sont ici à Aubervilliers. Enfin, je dis ici, moi je suis pas du tout à Aubervilliers en ce moment, mais ils sont ici avec leur passé, leur culture. Euh, et je trouve qu'ils correspondent bien à la vision du temps qu'avait Deleuze. C'est-à-dire que le temps est, pour chaque être humain, quelque chose de vertical. On avance dans la vie avec toute sa vie. On a toute sa vie avec soi. Donc, il y a quelque chose de vertical. Et ces gens à Aubervilliers, je trouve, ont quelque chose de très vertical. Euh, 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 une colonne vertébrale, enfin, quelque chose qui les tient malgré des histoires souvent très douloureuses et une vie en France qui n'est pas simple. Et donc, et Euh, donc- pardon, et donc ils offrent ces textes, ils offrent ces berceuses, ces poésies, et le trésor peut être ouvert à nouveau. Et quel est au niveau je dirais du deuxième temps, une fois recueillis, d'accord. archivés. Alors, les textes sont écrits d'abord sur des feuilles de don, des feuilles de dépôt. Puis, tout ça est référencé. Donc, on a un tableau immense de référencement avec beaucoup d'informations pour chaque dépôt. Ce qui nous permet de faire des tableaux croisés. Bon, voilà. Donc, on a au jour du versement, c'est-à-dire au jour où les gens, bon, les textes sont écrits dans les grands livres ensuite, à la main, à l'encre d'archiviste. Et il y a chaque année, lors des journées européennes du patrimoine, un versement, donc le versement au trésor, c'est-à-dire que les gens qui ont déposé dans l'année viennent écrire leur texte dans la langue dans laquelle ils ont déposé le texte, l'écrire dans le livre et nous, soit ils ont donné avec une traduction, soit nous faisons traduire ou bien on fait de la traduction avec eux. Voilà. Et puis, ces livres sont consultables aux archives, comme le disait Olivier.
Et c'est quelque chose de très important parce que les gens ont quelque chose ont une fierté alors, on a eu plusieurs fois la réflexion, ah, alors mes petits-enfants verront mon nom dans ce livre qui est aux archives, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement inscrits dans la ville. Et c'est quelque chose, c'est une dimension très importante. Ils font partie de l'histoire. C'est quelque chose qui grave le fait qu'ils font partie de l'histoire de la ville. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, Rudy, si tu me permets, juste un petit point d'histoire. Donc, la création de ce trésor poétique qui s'appelle Municipal Mondial était une délibération du conseil municipal d'Aubervilliers Le 20 octobre. en réunion extraordinaire. Donc, c'est une initiative artistique, mais elle est aussi une initiative politique, de politique culturelle, donc au moins, puisqu'elle a été créée par un conseil municipal extraordinaire, présidé par Stéphane Hessel, qui était citoyen d'honneur de la ville d'Aubervilliers. Et donc, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, ce trésor a célébré cette année, en 2023, sa 10e année de fonctionnement. Et donc, comme disait Marie-Luc, une fois par an, le grand livre est ouvert et en public, d'une manière très Cérémoniel. élégante, cérémonielle, mais très populaire en même temps. Les personnes viennent toute la journée, une par une, publiquement, inscrire de leurs mains et de leur langue la part de ce livre, de ce livre collectif. Donc, et ensuite, le livre, comme disait, est mis en bonne garde, sous la bonne garde du service des archives municipales. Et peut-être, David, tu peux nous dire un petit peu comment est gérée cette histoire. C'est pas un document administratif comme d'autres. Non, non, alors c'est un document archivé comme tous les autres documents au même titre que tous les autres documents. Il a une cotation, il est inventorié de la même façon que n'importe quel document administratif. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de particulier alors? Ce qu'il a de particulier, c'est, on a notre travail, c'est plutôt de collecter, de conserver, de valoriser la mémoire, on va dire, et l'histoire des habitants à partir ou via le patrimoine ou des documents qui sont administratifs dans nos collectivités. Et là, avec ce projet du trésor poétique, on est sur une entreprise de captation du sensible, d'un rapport à l'intime, qui est une matière, par définition, que l'administration des archives a toujours un petit peu du mal à collecter. On a rarement des témoignages de première main, des lettres d'habitants ou ce genre de choses. On est plutôt sur des actes administratifs. Toute la valeur de ce trésor poétique, c'est à la fois que c'est un document qui est construit comme nos registres de délibération, comme nos registres d'état civil, inventoriés de la même manière, mais cette matière, ce sont des hymnes, ce sont des poèmes, ce sont des chants personnels. Pardon? Des verseuses, ça avait été dit. Oui. Des berceuses, des chants qui touchent à l'intime des habitants. Ça, c'est un premier fait. Voilà. Et alors, l'autre importance qui est pour nous capitale, c'est effectivement ces chants sont captés dans la langue d'origine des habitants de la ville. Et donc, on se retrouve avec à la fois un document qui est à la fois poétique,
par son contenu, mais classé, inventorié comme un registre. Et nous, nos registres sont en langue française, c'est la langue de l'administration. Et là, on se retrouve avec un registre, un trésor poétique qui est dans toutes les langues, ce qui fait qu'on est sur un registre des voix du monde parlées sur la ville. Et voilà, c'est ce qui fait la particularité de ce trésor. Et voilà, c'est ce qui fait aussi qu'on on conserve ces documents parmi les documents les plus précieux service. Oui. Les documents les plus précieux étant le plus souvent les plus anciens, appréciés, qui leur donne le temps donne un anoblissement. Et là, l'anoblissement, c'est la spécificité de de cet objet, on va dire, à la fois artistique, collaboratif, qui nous est donné de conserver. Et je crois savoir que parmi les langues qui sont les textes politiques qui ont été déposés, il y a même des auteurs français, des textes initialement en français, qui ont été versés dans d'autres langues. Je crois qu'il y a du Baudelaire en langue persane, par exemple, ou de Victor Hugo. Enfin, voilà, des Victor choses Hugo. assez incroyables Mhm. qui montrent la circulation poétique d'une langue à l'autre et le retour à la Ouais. patrie d'origine, si on peut dire comme ça, de ce poète. Euh, vous avez d'autres exemples comme ça? Pardon. Il y a un autre phénomène aussi, c'est des gens qui ont déposé un poème. Quelqu'un dépose un poème dans une langue. Ce poème, la traduction plaît à quelqu'un qui le lit et retraduit dans sa langue. Il y a des voyages comme ça de langue en langue. Voilà, c'était. Parce on a créé, au départ de ce trésor, quand on a vu la diversité des langues qui nous arrivaient un petit peu comme ça sur le coin de la figure et sur le coin du livre, on s'est dit, zut, il y a des gens qui déposent en langue maternelle et qui sont incapables tout simplement de le dire en français ou de l'écrire en français. Et donc, nous nous sommes adressés évidemment au départ aux professionnels de la profession, sans un sou, tout ça, en disant, voilà, on est en train de créer le Trésor poétique municipal mondial de Bervilliers, c'est une œuvre unique au monde, hurrah, allons-y. Et évidemment, il y a eu un enthousiasme de premier-né, puisque les gens ont dit, ah, mais c'est formidable, c'est un truc génial, tout ça, etc. Mais évidemment, c'est le genre de filon qui s'épuise. C'est qu'à un moment, les traducteurs ont dit, ah, vous êtes sympa les souffleurs, mais enfin, là, ça fait quand même pas mal de boulot, ça fait, ça fait beaucoup de travail, et puis vous n'avez pas de sous, quoi. Donc, il a fallu inventer c'est le génie de la pauvreté. C'est un outil qui nous permet de continuer à creuser dans les langues pour ce trésor. On a créé ce qu'on appelle le petit laboratoire du mot à mot, où, après avoir réécrit dans le livre, parce que c'est vraiment, on fait ça de manière très scientifique, une, un erratum, c'est pas un erratum, mais c'est un avenant, on va dire une sorte d'avenant dans ce contrat du Trésor qui dit, voilà, maintenant, ces textes sont pris en charge par une sorte de petite réunion collégiale de gens qui parlent tous une langue différente, mais grâce aux outils du web, c'est-à-dire la traduction comme ça littérale un peu étrange, rêver à l'intérieur de ce que nous comprenons enfin de cette langue auquel nous ne comprenions rien, le sens, ce qui crée des échos dans les langues de ce petit collège de traducteurs réunis
dans le petit laboratoire du mot à mot, ça crée des échos poétiques. On dit, ah oui, mais moi aussi, dans ma langue, on dit ça comme ci, on dit ça comme ça. Et au fur et à mesure, il y a des textes qui sont véritablement, et c'est écrit dans le Trésor, hein, d'une manière très, très précise, nous prenons maintenant en charge avec les habitants, parce qu'on n'a pas de sous et que et qu'on emmerde les sous, nous prenons en charge la traduction poétique, que cela vous plaise ou non, de ce texte. On y met tout notre cœur, ils y mettent tout leur cœur. Je pense que d'une certaine manière, ces traductions sont des traductions extraordinaires parce elles sont travaillées par l'écho des langues qui les entendent. Euh, et ça nous donne un trésor qui est d'une certaine manière assez complet. Un chercheur dans 2 siècles qui va voir une délibération municipale d'un conseil municipal d'une ville, d'un département qui s'appelait le département de Seine-Saint-Denis à l'époque, et qui voit qu'il y a eu un trésor qui a été décidé par une ville avec un citoyen d'honneur, 2 maires, un journaliste impitoyable et toute une assemblée d'Alberti Villariens qui avait rempli toute la mairie pour la création de cet objet magnifique. Euh, merde, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, c'est comme ça. Il, Euh, il le, sera étonné. Oui. hein Il sera étonné. Ben voilà. Ben, on parlait de quelqu'un qui, dans 2 siècles, aurait trouvé ça. Voilà, c'est ça. Il verra, ébloui. il verra que d'une certaine manière, le manque d'argent, l'amour des langues, l'amour de l'être humain qui parle la langue, fait que ça devient inarrêtable un trésor. Oui, et puis il verra aussi que effectivement du Victor Hugo peut être déposé en farci d'abord et qu'il est traduit ensuite en français dans les trésors parce qu'il est d'abord déposé en farci. C'est une phrase de Victor Hugo qui dit quand vous ouvrez une école, vous fermez une prison. Ça a été déposé en farci dans le trésor et donc signé Victor Hugo évidemment. Et donc on a remis le texte de Victor Hugo en français sur la page de la traduction, puisque voilà. Comme du Spinoza est déposé en néerlandais, mais par un déposant, je ne sais plus d'où il venait, mais je crois qu'il était marocain ou algérien, je ne sais plus, mais voilà, les langues voyagent, elles sont déposées dans le trésor dans des langues qui ne sont pas forcément la langue maternelle de l'auteur, ou non plus, puisqu'on a du Victor Hugo déposé dans des langues autres que le français, et c'est là où on voit que les langues Et surtout la voyagent. poésie, c'est la poésie qui Poésie, opère. oui. C'est la poésie qui opère. La magie de ce trésor, c'est de dire il n'y a pas de comité de lecture, il n'y a pas de comité de censure. On fait confiance à la langue, aux langues. Et dans la mesure où il est clairement dit, ce trésor est super puissant, au sens Marvel du terme. C'est un super power qui est de transformer tout ce qui est versé à l'intérieur de ce livre, de ces livres, il y a 5 tomes maintenant, ça devient de la poésie. C'est une alchimie extraordinaire. Tu peux déposer une lettre d'insulte, si jamais tu la déposes dans le trésor, elle devient poétique. Et donc, elle crée cette espèce de petite règle dans ce trésor permet de portraitiser véritablement un autre monde contemporain. Il y a, il y a très très peu de timidité, en fait, dans les écrits qui sont déposés en langue dans ce trésor. Les gens ne sont pas timides. Ils ne cherchent pas à faire littéraire, mais du coup, ça devient une littérature extraordinaire. Ça devient véritablement une pure joie euh, à lire parce qu'on peut chanter des fêtes à cravate, le monde est beau. Enfin, c'est absolument magique là-dessus. Votre
recherche est vraiment intéressante et elle fait écho quand même aussi un tout petit peu à ce que fait le camion Écouter parler, qui à son niveau essaye aussi de faire ce travail d'archivage ou d'analyse de l'état des langues aujourd'hui. Mais bien entendu, je crois que vous célébrez cette dimension artistique et poétique d'une manière euh, Villers-Cotterêts Alors, Euh, je je sais pas qui a entendu. Vera, non? oui, c'était juste Ah, dans tout ça, j'entends quelque chose que j'ai vu dans la Maison des langues à Aubervilliers. C'est aussi une générosité de voisinage. On apprend à l'autre sa langue et on échange les langues dans une sérieuseté de donner accessibilité à sa culture. Et ce que j'entends là dans les trésors, c'est aussi cette générosité d'avoir traduit et donné cette traduction dans la communauté pour avoir une autre lecture de cette savoir partagé. Et je trouve c'est très beau aussi. En Allemagne, il existe aussi un choral des plantes. Et ils chantent les plantes qu'ils peuvent déposer. Et ça transforme complètement cet acte. Et c'est très intéressant parce qu'on est toujours curieux comme l'autre fait la gueule dans sa langue. Parce que ça dit quelque chose sur comment on perçoit. Donc, cette non-interdiction des paroles fait précisément une curiosité. Et ça donne aussi un fenêtre à la culture de l'autre. Et voilà, cette générosité que j'ai vue, peut-être vous pouvez encore un peu dire quelque chose sur cette maison des oui, langues. oui, tout à fait. Donc, ça me permet de faire la transition parce qu'on avait à évoquer, je l'ai dit au début de la rencontre, sur le thème du partage. Euh, Là, tu rajoutes générosité. Et je pense qu'il y a l'élan de générosité. Il est très fort. Et c'est lui qui est un peu à l'initiative aussi de la création de cette maison des langues et des cultures d'Aubervilliers, où, et c'est pas un hasard, les souffleurs étaient un des contributeurs d'origine, un des membres fondateurs, de la même manière que aussi, je dois le dire, parce qu'elle nous a précédé ici, l'Institut du Tout-Monde était aussi un des éléments qui ont contribué à la création de la Maison des langues. Donc, la Maison des langues et des cultures de Aubervilliers, c'est une association qui a été fondée en 2018, qui a ouvert ses portes en 2019, et à la fondation, donc on avait plusieurs parrainages ou co-parents entre des associations de parents d'élèves, des associations qui font de la formation en français langue étrangère, des associations de ressortissants de plein de pays qui organisent des cours de leur langue maternelle à transmettre à leurs enfants. En particulier, je cite l'association culturelle bangladaise Uditi, qui est très fortement, il y a une très grande population origine du Bangladesh, en vérité, et sont très engagés sur la transmission de leur langue bengali et de la culture. Et aussi plusieurs structures artistiques comme les souffleurs. Je vais citer une deuxième, non pas pour épuiser le sujet, mais à Aubervilliers, il y a un festival qui s'appelle Ville des musiques du monde, qui est devenu maintenant une structure permanente. Au départ, c'était un festival, maintenant c'est une action culturelle autour de la musique, des musiques du monde toute l'année, et qui existe aussi depuis 30 ans pratiquement à Aubervilliers. Et il y a d'autres initiatives citoyennes, associatives, faut dans cette, Père Babel, qui organise depuis très longtemps. il Oui, faut dans oui, cette, faut dans cette très belle ville aussi citer le théâtre de la Commune, qui fait quand même aussi un travail. Ah, vous n'êtes pas d'accord, mais je pense quand même. le théâtre de la Commune, on est très fiers. C'était le premier théâtre national de la décentralisation. C'était le premier CDN de la décentralisation. Et ça fait partie des piliers de l'activité artistique en Aubervilliers. C'est un des piliers. Et il y en a, on est heureusement en Aubervilliers. C'est une ville de ce point de vue-là assez multipolaire,
parce qu'il y a des lieux de création qui ne sont pas institutionnels. Il y a des initiatives citoyennes qui deviennent des structures plutôt fragiles ou éphémères, mais qui, pendant leur durée de vie, déclenchent une énergie stellaire. Et donc, voilà, et la vie culturelle et artistique et sociale d'Aubervilliers sont irriguées en permanence par cet ensemble. Il y a un deuxième CDN à Aubervilliers qui s'appelle les Tréteaux de France depuis déjà plusieurs années, qui avait été amené par Robin Renucci, qui a lui aussi développé un tas d'actions. Mais il y a des tas d'autres éléments. Il y a un lieu très créatif dans un domaine proche qui s'appelle les laboratoires d'Aubervilliers, créé lui aussi il y a une trentaine d'années, etc., etc. Et donc, de cette évidence qui était l'identité multiculturelle de cette ville depuis, je disais au début, depuis 2 siècles, et la nécessité aujourd'hui de, en même temps, élever le niveau de compréhension et de maîtrise de la langue française par tous, comme une question indispensable à la citoyenneté et à la bonne consolidation de la société locale. Et en même temps, ne pas, par un processus d'assimilation à l'ancienne qui efface, pour mettre quelque chose à la place, la nécessité de préserver, de transmettre cette diversité linguistique et culturelle qui est, je disais, est l'identité même, c'est l'ADN d'Aubervilliers. C'est une ville complètement ancrée dans le monde et c'est peut-être, ça peut être perçu par certains comme une faiblesse, c'est probablement un atout de développement de tout point de vue, pas seulement artistique ou culturel, mais même de point de vue économique et commercial. Donc, voilà. Donc, la création de la Maison des langues et des cultures part un peu de ces deux, est partie en 2019, c'est une structure assez récente, elle a 4 ans d'existence, avec ces deux axes principaux, contribuer à la promotion et au développement de la pratique de la langue française et la promotion du plurilinguisme comme un ancrage dans le monde, l'ancrage d'Aubervilliers dans le monde, sa spécificité. Et donc, c'est depuis 4 ans, nous développons des activités qui posent toute la semaine, du lundi matin au samedi soir, des ateliers de conversation en français et d'autres langues, des cours, des ateliers de théâtre pour améliorer la pratique du français et d'autres langues, du chant, des activités d'art plastique, des rencontres, qui vient de se terminer portait sur les Caraïbes autour du patrimoine des arts glissants. La dernière initiative que nous avons organisée à la Maison des langues et des cultures, c'était pas plus loin que samedi dernier. C'est une journée qui s'appelle le Tour du monde des langues et des cultures. Et là, on a ancré sur les Caraïbes le tour des Caraïbes des langues et des cultures. Et donc, on essaye un petit peu, en revisitant à chaque fois en morceaux de cette planète. Nous avons commencé en Afrique, par l'Afrique du Nord, nous étions en Amérique avec les Caraïbes, nous allons être en Asie en novembre, etc. Et donc, à chaque fois, en appelant tous ceux qui viennent apprendre le français à la Maison des langues, en leur demandant, en leur proposant de contribuer avec leur connaissance, leur réseau sur les pratiques culturelles et linguistiques de leur pays ou de région d'origine. Voilà, c'est cette idée que les personnes peuvent venir dans une position un peu d'humilité, d'infériorité, parce qu'ils sont en apprentissage, parce qu'ils sont donc dépendants de quelqu'un qui sait bien parler français, mais qu'ils peuvent énormément contribuer à nous enrichir avec leur langue qu'ils maîtrisent bien, ils peuvent nous transmettre avec des échanges et des connaissances culturelles qui nous enrichissent. Voilà, et donc, j'avais demandé à Georges Guica, qui est là avec nous, qui est le coordinateur de l'activité de la Maison des langues et des cultures, par ailleurs, lui aussi comédien, metteur en scène, de partager ce moment avec nous et de contribuer un petit peu à cet échange. Sur le thème du partage,
nous avons le souci non seulement d'accueillir les adultes qui sont en nécessité d'apprentissage du français, mais aussi des enfants dont les parents et des associations souhaitent assurer de l'origine. Georges peut peut-être développer. Alors, Bonsoir. je crois qu'il y a des petits problèmes de micro parce qu'on va pouvoir passer la parole à Georges. Profitez-en. Bonsoir. Oui, Oui. Est-ce que vous m'entendez? c'est Bonsoir. bon. Bonsoir, tout à fait. Oui, moi je suis arrivé à la Maison des Langues par le biais du théâtre. J'animais un atelier théâtre au départ pour apprendre le français, mais assez vite j'ai voulu qu'il y ait un mélange entre francophone et non francophone. Qu'on parte aussi des langues des participants, qui nous racontent, qui nous parlent dans leur propre langue, voire qui parfois qui nous disent une poésie ou un texte ou une histoire. Et j'ai été frappé à propos si la thématique c'est le partage. Enfin, j'ai été frappé dès le départ de ce projet-là, par cette capacité de mélanger, de partager et de s'enrichir les uns les autres. Et la langue est un des vecteurs essentiels et comment dire, profond et marquant qui me touche énormément personnellement. Et donc voilà, donc ce parcours-là m'a amené à m'occuper de la coordination de la Maison des Langues et de continuer un peu dans cette voie-là et de creuser. Carlos évoquait les adultes qui viennent à la Maison des Langues, l'échange. Enfin, on a parlé un peu plus tôt d'échange aussi entre les langues. C'est pas toujours quelque chose qui est forcément évident et qui demande, enfin, et que je comprends en fait parce que quand on touche à la langue, on touche à quelque chose de l'intime, de la vie privée. Et c'est difficile de le partager, je pense, dans un milieu de socialisation. Mais voilà, c'est un travail qu'on essaie de mener, on essaie de s'améliorer aussi. Et dans ce cadre-là, ce que disait Carlos autour du tour du monde des langues et des cultures, je trouvais une page importante là de notre histoire, dans le sens où les participants à nos activités, même s'ils sont pas originaires des Caraïbes, peuvent être là acteurs de l'événement, nous donner leur point de vue, même faire le lien avec leur propre culture. Et on essaye, alors voilà, petit à petit, et je pense qu'on va encore s'améliorer, à arriver à voilà, à faire devenir acteurs et encore plus valoriser dans nos activités. Enfin, dans nos événements, dans nos temps forts, de valoriser cet aspect-là. Et puis, on parlait aussi des enfants, pour lequel aussi j'ai animé des ateliers. Et je me suis souvent posé la question pourquoi les enfants avaient du mal parfois à parler de la langue qu'ils pouvaient connaître ou de la langue de leurs parents, qui peut-être souvent ou parfois connaissent pas. Et là, ça a fait écho à ma propre enfance. Voilà, moi je suis bilingue en roumain et on me posait souvent la question, vas-y, parle, dis-moi quelque chose, dis-moi une phrase en roumain, dis-moi un mot en roumain. Et j'avoue que j'arrivais pas à le dire, j'arrivais pas à le faire, en fait, mais je me suis rendu compte que voilà, c'était la langue que j'avais dans ma vie privée et que j'avais pas forcément, où j'avais des difficultés, même si, enfin, c'est même pas que j'avais pas envie, c'est que voilà, on est dans l'ordre de l'intime, en tout cas dans les langues qu'on parle, qui sont transmises dans le cadre familial. Ce Et voilà. parcours familial et public, on l'a évoqué plusieurs fois lors des heures précédentes et est un point très très important, je crois, y compris psychologiquement, à quel point c'est pour ça que le geste de vos archives et tout le travail que vous faites est extrêmement important. Cette mise en public
de cette langue qui, justement, souvent n'a pas droit à à la vie publique. Elle a droit à la dimension familiale, mais pas ni à l'école, ni ailleurs. Elle n'a véritablement son statut. Donc, je crois que c'est vraiment là où Aubervilliers est un exemple de ce qui devrait se faire dans bien d'autres villes. Je, je- Pardon, ça fait écho à ce qu'on vit avec les souffleurs et avec le trésor, c'est-à-dire que euh, c'est pour moi, je ne vais pas parler au nom de tous les souffleurs, et Olivier, Julia, vous direz si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est pour moi, ça, il y a une dimension politique pour moi, et qui est de plus en plus significative et importante pour moi, c'est-à-dire que euh, on, on, on part de la curiosité que nous avons de la langue et de la culture de l'autre. Et la langue commune, c'est le français. Alors, avec beaucoup de vocabulaire ou pas beaucoup de vocabulaire, mais de toute façon, on arrive à se comprendre. Et, euh, et les gens trouvent le moyen de s'exprimer en français et de voilà. Mais parce que nous nous intéressons à leur culture, c'est-à-dire que ils arrivent en France avec toute une liste de devoirs euh, qui, pour moi, n'ont de sens que si nous avons la curiosité de ces gens euh, qui ont une autre culture, une autre façon de voir le monde, une autre façon de penser le monde. Donc, on est, nous, un peu moins bêtes à chaque fois, quand même, je crois. Et puis, et puis qu'à chaque fois, ça élargit le monde. À chaque fois, ça élargit le monde, et je pense pour eux et pour nous. Et, euh, et en effet, on arrive à, on est avec eux dans quelque chose d'intime, en effet, parce qu'ils nous livrent des textes dans leur langue, etc. Mais même pour les gens qui livrent des textes en français. Et donc, on est très rapidement, on plonge dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Euh, voilà, ça faisait écho. Bon, pour moi, c'est vraiment une façon oui, d'être dans une action politique sans lever le poing, mais en embrassant, quoi. Alors, Dans ce sens-là, sur l'échange interculturel, là, Marie, tu nous parlais de comment nous voyons arriver des personnes, mais il y a une chose très importante, c'est que parmi ces populations qui arrivent, ils sont là déjà depuis des années, parce Oui, que oui, bien sûr. il y a une fausse évidence, c'est que les étrangers seraient tous en train d'arriver maintenant. Il y a des personnes qui sont là Oui, depuis oui, 40 ans bien et sûr, qui bien sûr. restent étrangers Oui, 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 euh, au plus et qui oui. restent dans un univers qui n'est pas dans l'intercompréhension, mais Mhm. pas seulement vis-à-vis de la société française. En général, ils essaient de dialoguer avec ce qu'eux croient être la société française. Mais entre populations d'origine différenciées, il n'y a pas tant de contact que ça. Mhm. La Maison des langues et des cultures a une tentative justement de dépassement de ces cases où tous les étrangers regarderaient vers le centre qui serait la société française et la langue française, mais qui propose aussi des échanges dans la transversalité, des échanges interculturels dans le sens le plus large de la chose. Je donne un exemple très concret. Je donne tous les jeudis, j'anime un atelier de français au campus Condorcet, qui est une université qui est en Aubervilliers, où on a, dans le même atelier, nous avons des chercheurs qui ont fait des doctorats déjà et qui sont chercheurs ici, mais qui travaillent peut-être en langue anglaise quand ils sont ici, ou en arabe, dans d'autres langues, pas forcément en français. Et nous avons donc des personnes qui ont deux doctorats
ce soir, j'avais quelqu'un qui a 2 doctorats, dont un en Allemagne et l'autre au Soudan, et qui est là en train de balbutier quelques mots de français. Et à côté, il y a quelqu'un qui vit dans le foyer de Maliens et Mauritaniens qui est juste à côté de l'université et qui viennent aussi dans les mêmes ateliers de français. Et entre eux, alors qu'il y a un qui est malien et l'autre qui est soudanais, ils ne savent rien l'un de l'autre parce que les milieux sociaux et les niveaux d'instruction, la reconnaissance sociale et le monde économique d'où ils viennent n'ont rien en commun. Et ça aussi, dans un endroit comme la Maison des langues et des cultures, tout ça peut faire une vie commune, peut engager des relations qui ne se feraient pas ailleurs, et d'ailleurs qui ne se font pas en dehors de ce genre d'endroit qui est très accessible. On essaie de faire en sorte que la Maison des langues et des cultures reste ouverte et soit confortable pour les 2 doctorats étrangers, mais aussi pour les gens qui n'ont jamais pu aller à l'école et qui doivent se sentir aussi chez eux. Alors, ils peuvent avoir un bagage oral, ils n'ont pas de diplôme formel, ils peuvent avoir une culture immense, une autre type de culture avec d'autres formats. Voilà, donc on essaie de travailler justement sur la proximité et le dialogue entre tous ces savoirs, toutes ces cultures, quelle que soit la langue où elles s'expriment. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça l'idée en assemblant la Maison des langues et des cultures. Encore 3 minutes. 3 minutes si. Je voulais rajouter peut-être une petite chose à propos du trésor poétique municipal mondial d'Aubervilliers, c'est que un trésor, par définition, ne doit pas s'empoussiérer. Il doit pouvoir enrichir, donc se débarrasser de ce qui pourrait se déposer sur lui et danser dans la ville. Et c'est ce que nous faisons avec les compagnons du trésor, c'est-à-dire que nous travaillons avec des groupes d'habitants de différentes langues aussi, et qui sont des compagnons du trésor et qui décident de faire avec nous, les souffleurs, danser ce trésor poétique dans la ville. C'est ainsi que nous avons créé quelquefois des équipes de pocket, des pocket, pas des pickpockets, mais des pocket, c'est-à-dire qu'on a créé des origamis venant du trésor poétique municipal mondial de Vervilliers. Et puis voilà, c'était des extraits en langue maternelle et en français, pliés avec un petit plan, voilà. Et puis au moment des heures de pointe dans les bus, on glisse dans les poches d'une manière tout à fait clandestine, un morceau du trésor dans la poche. Ce qui fait que quand la personne, quand elle rentre chez elle le soir, elle met sa main dans sa poche et elle trouve un trésor de langue. Voilà, il faut faire danser les trésors et surtout les langues. Merci beaucoup pour cette très belle heure. Oh là, Rudy, il y a 2 minutes et je veux quand même toucher une question parce que je la trouve vraiment importante. On a parlé avec Carlos sur ce rôle de la langue aussi parce que c'est aussi une langue qu'on doit parler parfois en face de la justice, en face de l'administration. Et cette communauté que vous avez créée là, c'est aussi un lieu où on se renforce dans la traduction. Et c'est pas une traduction que des mots. Et on a parlé de ça avant, d'information, et Dudo Dien a fortement souligné, il faut contextualiser et historiser l'information pour que ça devienne vraiment une information avec laquelle on peut agir, et c'est extrêmement important en face de les hôpitaux, les docteurs, dans toutes ces situations dans lesquelles on n'est pas que sans langue, on est aussi dans un peut-être autre savoir, en face d'une hiérarchie de savoir. Il faut se soutenir dans une traduction contextualisée pour que celui qui est en face de ça peut faire une décision dans une autonomie. Oui, maintenant c'est moi que j'ai dit ce que j'ai voulu, Carlos va dire, mais ok, cette logique de ces 24 heures sont un peu brutales, mais
C'était un compliment envers de vous et vous êtes exemplaires et pour ça on a fait cette heure sur Aubervilliers parce qu'on pense que ce travail que vous faites tous là ensemble, c'est voilà, c'est un modèle qui peut se déployer dans d'autres contextes avec ses Ouais. spécificités contextuelles des autres contextes. Si je peux avoir 30 secondes, Rudy, je vais faire un appel. Là, il faut qu'on Un- parte un au Québec. Non, Ah oui. non, pardon. Ok. 30 secondes, Rudy. On Alors- appelle à Vas-y, qu'il Carlos. y ait des maisons et des langues et des cultures dans toutes les communes de France. Hmm. Pardon. D'accord. Et ailleurs. Et Parce que ailleurs. moi, je veux toujours le monde, mais je fais avec vous. D'accord. bonne journée, bonne nuit. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne nuit à vous. Merci, bonne nuit.